Alors, je vais vous répondre en tant que présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, dont les missions sont d'être le centre de référence national, centre de ressources national, centre participant aussi au débat citoyen, mais aussi et surtout centre sur financement public d'une neutralité totale. Donc la réponse aux questions posées va être marquée par cette position absolument non militante et laisser de s'ancrer dans des données cliniques, épidémiologiques, techniques et pas dans un positionnement personnel. Alors la question des grands enjeux et des grandes questions qui devraient être au centre de ce débat, la première chose que je voudrais dire, c'est que si on parle de débat, on renvoie d'emblée à une question de choix et de valeur. Et ça, c'est une excellente idée parce que ça implique d'amener la société française à considérer la fin de vie, qui est jusqu'à présent un grand absent tant du paysage sociétal que du dialogue patient-médecin, patient-proche-médecin. Donc l'idée qu'il y ait un débat est en soi un enjeu, puisque par son effet thématique, il va amener à augmenter la mise en lumière de la fin de vie en France. Ça, c'est une première chose. Après, comme justement, ça incite à se positionner sur le choix et les valeurs, c'est aussi un risque de faire oublier que la période de fin de vie, c'est une période de vulnérabilité, de besoins accrus, et donc un enjeu de solidarité nationale majeur. Et il ne faudrait pas que l'idée d'un choix individuel, une focalisation sur les attentes individuelles des Français, fasse passer au deuxième plan cette capacité de solidarité nationale. L'autonomie de chacun, ça s'ancre tout de même dans la capacité du collectif à assurer des conditions de vie qui répondent à ses valeurs. Et aussi à réaliser le travail de prise de conscience de la fin de vie qui est nécessaire et donc le travail d'anticipation. Donc ça va me renvoyer d'emblée à deux enjeux majeurs pour répondre à la question qui sont l'anticipation d'une part et la vulnérabilité de l'autre. Alors, sur l'enjeu de l'anticipation. L'anticipation, ça veut dire comment un système de soins s'organise pour que tous les patients aient accès à des soins palliatifs et accès à des soins palliatifs suffisamment tôt. Ça veut dire un système de soins qui est capable d'en parler suffisamment tôt. Et du coup, un débat, c'est certes, est-ce que c'est le débat qui va répondre à ça? C'est sûr qu'anticiper les soins palliatifs, c'est un enjeu de parole, c'est un enjeu de parole et d'échange, mais le problème, c'est que personne n'a envie d'en parler, et qu'en plus, il y a un espèce d'effet pervers qui est que plus tard on en parle, plus ça fait peur, et plus c'est dur d'en parler. Donc, je pense que pour qu'on arrive à avancer en matière d'anticipation, il faut non seulement une capacité à parler de la fin de vie, mais il faut un système de soins qui structurellement organise cette anticipation et rend l'accès à l'anticipation incontournable. Certains patients n'auront jamais envie d'anticiper, et ça c'est très bien qu'ils aient cette liberté-là. Mais que par contre le système de soins puisse ne jamais leur proposer d'anticiper, ça c'est un problème majeur. Et donc l'idée dans ce débat, et que pour moi un des enjeux, c'est que ce débat permette de faire avancer cette question d'anticipation et de la rendre assez publique pour qu'on commence à structurellement organiser des systèmes qui la favorisent. Ça, c'est une première chose importante. La deuxième chose, c'est la prise en compte personnelle et sociétale de la vulnérabilité. Alors, je sais que c'est un enjeu qui est cher au CCNE, mais ça me paraît effectivement un point important de ce débat, c'est-à-dire derrière le débat sur la fin de vie, quelle place globalement on est prêt à donner à ce qui va avec la fin de vie, c'est-à-dire la vulnérabilité de l'autre, et comment on est prêt à continuer à mobiliser autour de lui des soins et un accompagnement. Alors, ça renvoie évidemment à la question des ressources en soins palliatifs. Je crois qu'elle est unanimement soulignée en ce moment, ce qui est très bien. Des ressources qui soient suffisantes, qui soient formées, on est d'accord. Mais derrière, ça renvoie aussi à la valeur accordée aux soins palliatifs et aux personnes qui le portent. Alors, quand je parle de valeur, c'est parce que les soins palliatifs, on le sait, c'est des actes qui sont longs, c'est des actes compliqués, c'est des actes qui demandent du temps de parole, de dialogue, d'accompagnement, plus que de la prescription, plus que de l'action. Et aujourd'hui, on a une tarification qui est complètement inadaptée sur ces soins palliatifs, soit parce qu'on a des financements globaux qui sont difficiles, dont l'attribution est difficile à tracer dans les institutions, être sûr que les ressources que reçoivent les établissements est vraiment destinée à payer les acteurs des soins palliatifs, c'est pas si simple.
Et on est beaucoup dans le déclaratif. Et puis, quand on a des financements à l'activité, ils ne sont pas forcément adaptés aux besoins d'accompagnement, aux besoins de temps. Et derrière cette question de tarification, il y a la question de la valeur. Et pour moi, c'est le troisième enjeu. Donc, anticipation, vulnérabilité et reconnaissance de valeur, c'est-à-dire attribution de la valeur à ces soins et reconnaître que derrière la fin de vie, on n'a pas simplement une vie qui se termine, en fait, une question de comment on passe de la vie à la mort, mais une question de comment on vit la période de fin de vie. Et un corollaire de cette question, puisque je suis passée de la question des ressources en soins palliatifs à la question de la valeur accordée, c'est la façon avec laquelle on rend acteur de soins palliatifs l'ensemble des acteurs de soins. On ne peut pas continuer à imaginer que les soins palliatifs, ce ne sont que les acteurs spécialisés en soins palliatifs, parce qu'il y a 662 000 décès approximativement en France chaque année, et que tous ces décès n'auront pas besoin des ressources complexes des acteurs spécialisés de soins palliatifs, et que de toute façon, ce ne sera pas possible en termes ne serait-ce qu'en termes de nombre de soignants. Et donc, si on veut pouvoir appliquer la loi, qui est que l'ensemble des patients aient accès aux soins palliatifs, il faut rendre l'ensemble du système capable de les proposer. Et concrètement, ça veut dire quoi? Capable de parler des symptômes, capable de parler de qualité de vie, capable de mettre le choix du patient au centre du dispositif et capable d'anticiper la fin de vie. Et j'en reviens à la question de la valeur, parce que si on veut qu'un système de santé soit capable de faire ça, il faut qu'on arrête de n'accorder de la valeur dans un système de santé qu'à tout ce qui est de l'acte, du curatif, de la certitude, de la preuve, de l'absence de limite, enfin, toutes ces choses qui sont habituellement associées encore à la représentation de la médecine. C'est ce que j'allais vous demander, parce que il faut le faire, mais alors à quel moment, vous voyez, c'est le problème. On a tellement le temps, la question du temps étant tellement aiguë. À quel moment, enfin c'est quasiment une nouvelle façon disons, d'apprendre son métier. Enfin, il y a quasiment... C'est absolument une nouvelle façon d'apprendre son métier, et c'est une nouvelle façon de considérer le paradigme des soins. C'est-à-dire que on a tendance à considérer, notamment dans certaines situations où il y a une alternance de phases d'espoir et des phases de rechute comme la cancérologie, on a tendance à considérer qu'un traitement réussi, c'est un traitement où on gagne. Vous savez, tout cet imaginaire de la lutte. C'est un traitement où la survie est la plus importante, c'est un traitement où on garde l'espoir et l'engagement thérapeutique jusqu'au bout. Or, il peut y avoir des patients dont c'est l'attente, mais dans un certain nombre de cas, cette espèce d'engagement thérapeutique jusqu'au bout, c'est en fait une forme de collusion, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne dit ce qui a de fortes chances d'arriver, c'est-à-dire le décès, et chacun se renvoie finalement à une espèce d'espoir dont on ne sort pas. Le patient à qui on n'a jamais forcément clairement dit qu'il risquait de décéder de sa maladie va forcément demander des traitements, et le médecin va dire il continue à demander des traitements, donc je ne vais pas risquer de briser son espoir en lui annonçant qu'il va décéder de son cancer. Or, les énormes progrès qu'on a fait en cancérologie aujourd'hui ont surtout été faits sur le gain de survie, un petit peu de qualité de vie, mais on continue approximativement, lorsqu'on est malheureusement atteint d'un cancer, à décéder de sa maladie dans un cas sur deux. Et ce sont des situations qu'on peut anticiper, c'est-à-dire que même si on sait qu'on a encore des mois ou des années devant soi, même si on sait qu'on va faire des choses, qu'il va y avoir des traitements qui vont être efficaces, qu'on va gagner de la survie, il y a quand même un certain nombre de pathologies où on sait que le patient finira par décéder de sa maladie. Et dans ces situations particulièrement, si on se dit que la seule valeur, c'est la survie, et que les personnes qui doivent s'occuper de soins palliatifs, c'est celles qu'on appelle quand on a tout terminé, on n'anticipe jamais. Donc typiquement dans ce genre de situation, l'anticipation, ça signifie être capable très tôt de proposer aux patients de parler de ce qui pourrait se passer si on n'y arrivait pas, d'être capable très tôt de reconnaître l'incertitude, de reconnaître les limites de la médecine, et de proposer finalement comme paradigme le fait qu'un traitement réussi, c'est un traitement où le patient est informé dès le début et choisi tout au long de la maladie. Et pas forcément un traitement où on considère implicitement que ce que le patient demande, c'est l'optimisation de la survie. Ce qui est quelquefois le cas, ce qui est très souvent le cas évidemment au début, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans les derniers mois de vie. Et surtout, ce dont on ne peut savoir que si c'est le cas qu'une fois qu'on a posé la question au patient. Donc,
C'est des questions qui étaient posées et les situations concrètes qui peuvent poser question. Et sur cette question des situations concrètes qui peuvent poser question, alors il y a tout le travail qui a été fait par le CCNE, l'analyse précise des situations où la législation pourrait ne pas être à même de répondre aux souhaits de chacun. Moi, c'est pas sur ce volet-là que j'ai envie de vous répondre. J'ai envie de vous répondre en termes de fréquence et pas en termes de situation particulière. Et en termes de fréquence, on vient de parler de la cancérologie. Le cancer, ça reste comme la première cause de décès en France, c'est la première cause d'hospitalisation en soins palliatifs. Et donc, on a une situation extrêmement fréquente où la trajectoire même de la maladie, cette succession d'espoir et de rechute, fabrique un risque de collusion, fabrique un risque de non-anticipation. Et pour moi, c'est une situation extrêmement concrète, extrêmement fréquente, qu'il faut vraiment prendre à bras le corps si on veut que les patients aient tous les mêmes chances de voir leurs valeurs et leurs attentes respectées. Il y a deux autres situations extrêmement fréquentes dont je voudrais parler. La première, c'est la situation de non-information. Alors, il y a un sondage fait par BVA pour le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie qui vient d'être publié, dans lequel on a posé successivement la question à un échantillon de 1000 Français de plus de 18 ans, de est-ce qu'ils se sentaient bien informés? Est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait des lois sur la fin de vie d'abord? Est-ce qu'ils avaient l'impression de les connaître? Et puis après ça, on a cherché s'ils les connaissaient vraiment. Et on a cherché s'ils les connaissaient vraiment en posant 8 questions sur des choses fondamentales comme le refus de soins, le dispositif de directive anticipée de personnes de confiance et la sédation profonde et contenue jusqu'au décès. Il y a 3 Français sur 4 qui disent qu'ils savent qu'il y a un dispositif législatif qui encadre la fin de vie. Non. C'est très bien, ça fait quand même 1 sur 4 qui ne sait pas. Il y en a à peu près 1 sur 2 qui dit qu'il se sent bien informé. Qui, moi, m'inquiète moins parce que c'est intéressant de se sentir pas bien informé, c'est déjà un souci qui permet d'apprendre des choses. On va y revenir après. Et par contre, quand on regarde ceux qui, sur les 8 questions qu'on a posées pour avoir une idée de l'information, ceux qui répondent de manière correcte à 6 sur 8 de ces questions, il n'y en a plus que 16%. Ce qui est extrêmement impressionnant. Et qui plus est, on a essayé de croiser la question sur est-ce que vous vous considérez comme bien informé de ceux qui l'étaient objectivement. Il n'y a qu'une personne sur 5 qui se considère comme bien informée qui l'est objectivement. Et à contrario, il y a un peu moins de la moitié des personnes objectivement mal informées qui se considèrent comme bien informées. Donc ça, pour nous, pour le centre, acteur majeur de l'appropriation par les Français de leurs droits et plus globalement de la connaissance de la fin de vie des soins palliatifs, c'est un enjeu absolument majeur, c'est une donnée absolument majeure, mais on ne va pas y répondre tout seul, on va y répondre par ce qui est notre mission publique et notamment les campagnes de communication, puis l'ensemble de tout ce qui est fait pour informer les Français. Mais c'est vraiment une question, il faut vraiment que tout le monde s'y mette, les associations, les professionnels, le privé, il faut absolument qu'on cible ce point. Et pour moi, c'est une situation concrète qui est un vrai enjeu. Et puis la troisième des situations concrètes, c'est celle où aujourd'hui, on sait que structurellement, on ne sait pas répondre aux attentes des patients. Alors là encore, on peut s'attacher à ça sur des situations cliniques, des situations de pathologie, où effectivement on peut se dire que la loi ne répondra pas aux attentes de certains patients, mais on peut aussi regarder ça en termes de fréquence. Et en termes de fréquence, c'est la question du domicile et de la façon avec laquelle on organise les soins au domicile, quelles ressources on y met, comment on valorise les soins au domicile, comment on encourage les professionnels qui travaillent dans des conditions souvent épouvantables en allant à droite et à gauche pour rendre possible le fait que les patients restent chez eux et restent près de leurs proches. Donc l'autre situation très concrète qui pour moi pose question aujourd'hui, c'est la façon avec laquelle on a un système de soins déclaratif, où on est capable de parler de virage domiciliaire pour justifier des fermetures de lits hospitaliers, mais pas pour développer les ressources au domicile, en tout cas pas de manière suffisante. Et quand on se dit qu'un patient va vouloir décéder à domicile, c'est encore le cas dans le sondage dont on parlait, 82% des Français disent quand on leur dit où est-ce que vous aimeriez que votre fin de vie se passe, répondent au domicile. Et sur ces 82%, il y en a 22% qui sont capables de dire le domicile, même si je n'y ai pas tous les soins. On a essayé d'ancrer la question dans le concret. Donc, ces 82% de Français-là, soit on est capable de leur rendre ça accessible, soit on n'en est pas capable, et là encore on l'anticipe. Parce que sinon, on va avoir une frustration terrible en fin de vie,
avec un patient qui va devoir à la dernière minute être rapatrié à l'hôpital, décédé dans un couloir de service d'urgence. Non pas tant parce que le système de soins est fondamentalement inapproprié, mais parce qu'on n'aura pas eu un discours adapté à la réalité du système de soins. Donc voilà, ça c'est les 3 situations pour moi très concrètes, qui est une réponse un peu décalée par rapport à la question classique, qui est plutôt dans quelle situation clinique il faudrait que... On pourrait imaginer que la loi ne réponde pas. Non, au contraire, je trouve que ça prépare. L'un n'est pas, ça ne s'oppose pas. Hein, c'est vraiment. Ouais. Non, ça permet vraiment de penser l'autre pan justement. C'est ça, et d'impliquer les acteurs publics, d'impliquer les décideurs, et d'essayer d'entendre en fait que concrètement, ça concerne aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes. Alors, une des questions posées portait sur les particularités du débat aujourd'hui, et notamment par rapport à la crise Covid et à la pandémie. Alors là, moi, j'ai une réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est la façon avec laquelle le Covid a rendu la mort présente, mais de la pire façon qui soit. De la pire façon qui soit pour la brutalité, pour l'imprévisibilité, tout ça, on est d'accord, on l'a tous partagé, mais surtout parce que ça a posé la question de la mort avec d'emblée un enjeu populationnel. Et du coup, ça a plongé le monde dans une espèce de monde dystopique où les enjeux individuels étaient totalement effacés au profit du populationnel, ou les enjeux collectifs à taille humaine que peuvent être les enjeux familiaux ou les enjeux de la vie dans un service de soins. Et c'est comme ça, je pense évidemment à la présence des proches, je pense à la présence des bénévoles, je pense au temps d'accompagnement, et la façon avec laquelle on a du coup renforcé l'idée d'une mort inhumaine. Et l'idée d'une mort à éviter coûte que coûte. Donc en fait, la mort est revenue dans le débat public, mais pour en montrer le pire, c'est-à-dire elle est imprévisible, elle peut se passer dans des conditions atroces, et tout est à faire pour l'éviter, y compris alors qu'on n'a pas eu le temps de se poser des questions en termes de qualité de vie et en termes de dégradation des qualités de fin de vie. Donc ça, c'est compliqué. On a associé des enjeux éthiques terribles auxquels une personne n'était préparée, comme le tri des malades. Et tout ça s'est fait dans une ambiance d'urgence et dans une ambiance d'inconnu qui a justifié des choix sur lesquels il ne s'agit pas de revenir, mais qui a plutôt majoré, paradoxalement, je pense, les peurs. Donc c'est un des points quand même de cet aspect post-pandémique. Et je pense que ça renforce l'importance de l'information, de la communication, d'essayer justement de continuer à parler de la mort, mais de continuer à en parler d'autres façons, et de continuer à parler d'une fin de la vie où on soit capable d'entendre les enjeux de la fin de la vie et pas juste les enjeux de la mort. Et puis il y a un autre point sur la question des évolutions dans les autres pays que je trouve intéressant. Alors on entend quelquefois dire, mais on est en retard, les autres sont en avance. Je ne suis pas très à l'aise avec des jugements de valeur de ce type, qui seraient amélioratifs ou péjoratifs. En revanche, il y a un point qui est à souligner, c'est que le fait que d'autres pays aient changé leur système législatif avant la France, si la France est destinée à le faire, c'est que ça va nous permettre de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ça, je pense que c'est une chance. Encore faut-il faire ce travail, c'est un des projets du centre, d'aller justement analyser de près, rendre compte vraiment de manière très descriptive de comment finalement la façon avec laquelle les lois sont écrites, la façon avec laquelle elles sont accompagnées, évaluées et éventuellement remaniées, peut impacter ce qui est fait sur le terrain, et réciproquement. Je pense à des législations comme la Suisse où on voit bien les allers-retours entre la loi, la position des citoyens et l'évolution législative. Donc voilà, ça c'est 2 points que je trouve importants et probablement plus riches que cette question très réductrice de augmenter l'autonomie, c'est augmenter la liberté, et c'est rattraper un retard. L'évolution législative sera ce que les législateurs souhaitent en faire, et tout le monde y sera soumis, que ce soit les soignants comme les autres. Mais on a vraiment intérêt à l'ancrer, pas simplement dans un concept théorique, mais dans une pratique. Et la pratique, c'est d'un côté
tout ce que nous dit la clinique et de l'autre côté tout ce que nous dit l'expérience, et notamment l'expérience des autres pays. Si on essaye de résumer en fait tout ça, et c'est des enjeux passionnants et c'est extrêmement intéressant d'avoir le temps de les articuler plutôt que d'être pris dans la logique binaire dans laquelle on est souvent pris. Je dirais que pour moi, il y a 3 grands écueils. Alors, 2 dont on a parlé et un qu'on n'a pas encore envisagé. Le premier, ce serait de méconnaître l'enjeu de solidarité et le coût de cet enjeu de solidarité, mais de savoir se poser la question au niveau public ou au niveau privé. Je prendrai un exemple autour des conditions de vie des patients en EHPAD, où la mobilisation de soins adaptés est finalement standardisée d'abord avec un temps souvent analogue pour les patients autonomes et les patients non autonomes, et puis standardisé sur des normes publiques, alors même que dans le privé, on pourrait imaginer que l'investissement des familles serve à augmenter les soins et pas simplement à augmenter les bénéfices des acteurs du privé. Et je prends un exemple extrêmement concret, c'est que le temps d'une douche étant ce qu'il est, lorsqu'un patient devient très dépendant et qu'on a des patients avec des maladies Alzheimer, des rétractions musculaires, etc., mais au lieu d'avoir tous les jours une douche qui prend plus longtemps, on va avoir une douche tous les 4-5 jours, voire toutes les semaines. Et ça, c'est un système qui fabrique de la perte de dignité, c'est un système qui fabrique une vie indigne. Et c'est un enjeu de solidarité, et c'est important que tout le monde se pose la question de son coût. On ne peut pas continuer à imaginer que le coût ne serait jamais porté que par le public, alors même que la fin de vie est aussi un enjeu de bénéfice privé. Ça, c'est pour moi un grand écueil à éviter, c'est qu'on rate ce point-là, en fait, et qu'on méconnaisse que cet enjeu de solidarité, il va falloir que tout le monde se mobilise et qu'on fasse de l'enjeu d'accompagnement de la fin de la vie un vrai enjeu citoyen en termes d'investissement, mais aussi en termes de mobilisation personnelle. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est méconnaître le fait que le droit des patients ne concerne pas que la fin de vie, et que la question de la décision partagée, la question de l'appropriation des droits, elle démarre dès le début du parcours de santé, du parcours de soins. Et ça veut dire rendre tout un système médical capable d'entendre le choix d'un patient, d'entendre de toute façon ce choix s'inscrit dans la législation quelle qu'elle soit, que la législation s'imposera aux médecins quelle que soit la législation, et qu'on doit vraiment totalement sortir d'une position paternaliste où le médecin saurait à la place du patient ce qui est bon pour lui. C'est pas possible de fonctionner comme ça, et ça va de pair avec un système qui informe le patient dès le début, qui lui propose de partager, qui lui propose d'anticiper, qui lui donne les moyens d'être acteur. Parce que si effectivement le système médical et sociétal, parce qu'il n'y a pas que médical derrière, il y a pour qu'un patient soit informé, il faut aussi qu'il soit demandeur d'information, donc c'est tout un système qui contribue. Mais ce sera moins difficile d'éliminer le paternalisme médical si on est capable de rendre des patients acteurs et les patients autonomes, et du coup de le favoriser de manière à ce qu'ils prennent la parole et à ce qu'ils contribuent à faire changer ce système. Mais ça me paraît vraiment un enjeu important, c'est que on ne se dise pas qu'il s'agit uniquement d'un système législatif. Il s'agit d'un patient auquel on donne la parole dès le début. Et le troisième point dont on n'a pas encore parlé mais qui est important, c'est le risque de méconnaître les enjeux psychologiques, soit pour les patients, pour les médecins ou pour les proches. Et ça aussi, c'est un point important. Il est intéressant de remarquer que dans les législations internationales, la place accordée à la souffrance psychique et ou à la détresse psychopathologique, donc dans un premier cas, on est dans une souffrance, dans le deuxième cas, on est déjà dans un enjeu clinique, éventuellement psychopathologique et nécessitant des soins, mais dans les deux cas, on est dans ce qui se passe dans le psychisme du patient. Et quand on regarde la législation internationale, la place accordée à ce psychologique est très variable. Il y a celles qui ont fait le pas d'autoriser l'aide active à mourir pour des patients atteints de pathologie psychiatrique. Il y en a d'autres plus rares qui vont dire que s'il y a une pathologie psychiatrique, c'est peut-être une raison de ne pas avoir accès à ce droit-là lorsqu'il est reconnu. Il y a celles qui reconnaissent que la souffrance psychique est une raison d'accès à l'aide active à mourir, là encore les plus fréquentes. Et puis il y a celles qui au contraire vont dire s'il y a une souffrance psychique, c'est important d'avoir l'avis d'un spécialiste pour vérifier comment cette souffrance psychique peut impacter le patient. Donc c'est intéressant parce que
on voit finalement que dans la législation, ça n'a pas l'air si simple de prendre ça en compte, de la même façon que la notion de discernement et la notion de consentement et de capacité, si on peut dire ça comme ça, capacité est à la fois présente dans toutes les législations, mais jamais définie. On dit c'est le sujet capable qui peut prendre la décision. Alors qu'est-ce que c'est que le sujet capable? On ne sait pas. Et qui est supposé vérifier que le sujet est capable? On ne sait pas non plus. Ce qui n'est pas forcément mal. Parce que... Ce qui n'est pas forcément mal, absolument, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que personne n'ait eu envie d'éditer des critères, c'est plutôt rassurant. Et qu'aucun métier n'ait dit c'est moi qui suis le gatekeeper, c'est totalement rassurant aussi en termes à la fois technique, parce que personne ne saurait l'être, et à la fois en termes de liberté. Mais en même temps, ça veut dire que c'est compliqué, en fait. Et c'est surtout ça que je retire de cette analyse-là, c'est que c'est compliqué et qu'il ne faudra pas faire comme si ça ne l'était pas. Et les enjeux psychologiques, ils sont sur le besoin de temps et la complexité d'anticiper le fait qu'on va mourir, le fait qu'on va un jour perdre son autonomie. On peut essayer de prévoir sa perte d'autonomie, mais enfin, n'empêche qu'un jour on va la perdre. Il y a une vraie complexité technique, clinique, derrière ce que c'est qu'un désir de mort, derrière ce que c'est qu'une demande d'aide à mourir. Et il y a une vraie nécessité d'un raisonnement clinique et de ne pas l'évacuer de cette histoire. C'est-à-dire on ne peut pas, quelque part, considérer, je pense au désir de mort, de manière très concrète, la tendance naturelle est de considérer comme pathologique un désir de mort, puisqu'on a des législations sur le suicide, et heureusement, parce que ça reste un enjeu de santé publique majeur. Mais alors, le risque serait de dire, il est systématiquement pathologique tant qu'on n'y a pas accès, mais il n'est jamais pathologique quand finalement la loi peut reconnaître que c'est un droit, et quand le contexte se justifie, et quand le contexte donne accès aux patients à cette aide active à mourir, lorsqu'elle est sous forme de suicide assisté. L'erreur serait de se dire cette complexité clinique n'existe pas et finalement de réduire la complexité clinique à la question du contexte et la question de la loi. Et c'est je pense, un véritable enjeu éthique dont la solution n'est pas simple. Et je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant que les autres aient légiféré avant nous si jamais la législation doit évoluer. Mais c'est justement intéressant de voir aussi qu'il y a un flou de ce côté-là, ça confirme que c'est compliqué. Mais en tout cas, j'espère que cet écueil, on va réussir à éviter cet écueil-là, c'est-à-dire de méconnaissance d'un enjeu clinique, d'inscription, enfin de structuration d'une loi qui pourrait finalement évacuer cet enjeu-là, parce que les patients ont besoin d'une mobilisation de soins tout autant que d'une reconnaissance de leur autonomie et de la valeur de leur choix. Et on a vraiment besoin d'un système éthiquement qui contienne les deux, parce que c'est comme ça qu'on aura à la fois une reconnaissance de l'autonomie et un respect absolu de la liberté du patient, quel que soit le système législatif, mais aussi une mobilisation de soins et un enjeu de solidarité, quel que soit le système législatif. Donc c'est ces 3 points qui me paraissaient importants, un peu en fin le risque de méconnaissance de l'enjeu de solidarité à tous les niveaux, et pas simplement en termes de politique publique, mais aussi en termes de politique publique. Le risque de méconnaissance du droit des patients, parce qu'il faut aider les patients à être acteurs de leurs droits, ou au minimum structurer un système qui ne les empêche pas d'être acteurs de leurs droits. D'abord, comment on prend les choses. Et puis, effectivement, le risque de méconnaître la complexité de l'adaptation psychique et ce que ça veut dire en termes de temps, d'accompagnement psychologique, de raisonnement clinique, de formation des médecins, de formation de l'ensemble des acteurs de soins. C'est intéressant cette question de solidarité parce que on peut vraiment la coupler avec la question justement de l'accès au droit au suicide assisté, puisqu'il y a une étude là, que vous connaissez américaine qui dit que bien qu'on ait cet accès au suicide assisté, non seulement pas très peu, la moitié des gens en tout cas éligibles vont chercher leur traitement et le prennent, et par ailleurs, mais ça va ensemble, le taux de suicide n'a pas augmenté. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que là, c'est pas la même chose, c'est un autre problème, mais il a un rapport avec ça. On peut s'interroger sur la raison pour laquelle les gens ne prennent pas leur substance létale, pour dire les choses comme ça.
C'est la solidarité, c'est l'entourage, ils sont rassurés parce que c'est dans le tiroir. C'est quoi? Alors, il y a évidemment plein de raisons, mais j'avais pas pensé à ça. Parce que ça me vient en vous écoutant, cette histoire de... Et il faut voir comment, justement, enfin, indépendamment de la loi, il faut voir dans quel contexte elle s'inscrit. C'est ça la question. C'est-à-dire que, quand je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas raisonner uniquement sur un point de vue théorique. C'est un peu ça. Et la question du désir de mort illustre bien ça. Parce que si on raisonne d'un point de vue théorique, ben, on arrive assez vite à une antinomie en disant, ben, d'un côté, on dit que c'est pathologique et de l'autre côté, on dit que ça ne l'est pas. En pratique, on fait quoi? Et c'est pour ça que derrière la question de la loi, il y a la question de comment elle est écrite, de comment elle s'applique et de qu'est-ce qu'on mobilise autour d'elle et de comment on l'évalue. C'est-à-dire que typiquement, on a des données d'évaluation sur les pays qui ont légiféré et qui ont autorisé, ou en tout cas dépénalisé l'aide active à mourir. On n'a pas forcément toutes les données qu'on aimerait avoir. Et ce serait intéressant de pouvoir à chaque fois articuler ces données avec le contexte sociétal, légal, etc. Par exemple, en termes d'anticipation. Aux Pays-Bas, à ma connaissance, lorsqu'une maladie, et notamment un cancer, parce que je parlais des cancers, qu'est-ce que je connais le mieux, mais lorsqu'un cancer est polymétastatique et qu'à l'évidence, même en phase diagnostique, on sait que le patient mourra de sa maladie. On va faire plein de choses, on va espérer qu'il meure dans longtemps, on aura quelquefois des traitements qui vont apporter des gains de survie inadaptés. Enfin, c'est toute l'histoire de l'oncologie et des formidables progrès thérapeutiques. Mais n'empêche qu'on sait que cette histoire va mal se terminer. Et il y a des pays comme aux Pays-Bas où d'emblée, c'est une question attendue, normale, que de pouvoir aborder le fait qu'il y aura un décès et de pouvoir d'emblée savoir comment le patient voit les choses. Alors je ne dis pas que c'est simple et qu'il y a des endroits où la mort s'anticipe aisément. C'est pas ce que je dis. Mais qu'il y a des systèmes de soins qui probablement favorisent plus l'anticipation que d'autres. Et que c'est intéressant de prendre en compte justement une loi dans son contexte et une loi dans un contexte où tout est fait pour anticiper peut ne pas avoir les mêmes effets qu'une loi dans un contexte où l'anticipation est encore extrêmement tardive. Quel que soit le sens dans lequel ça se passe, c'est juste une question de raisonnement systémique et d'être capable de ne pas dissocier la loi de son application et la loi de son contexte. De la même façon qu'on ne peut pas distinguer l'accès que l'accès de la personne à la loi, qui est un droit fondamental, ne permet pas d'éluder le contexte clinique dans lequel ça se passe. Peut-être que je l'ignore, mais on n'a pas évalué les deux lois précédentes. Je dis les deux pour ne pas dire les autres, mais les deux lois précédentes. Donc, est-ce que le fait de repenser la loi, comme on va le faire, là, se justifie parce qu'il y a énormément de questions qui restent sans réponse, ou il y a d'autres raisons? Je pense que c'est pas tant la question de faut-il repenser la loi, c'est quels sont les arguments sur lesquels on la repense. Et quand on se dit que, quand on voit le peu de personnes qui la connaissent, et quand on voit surtout ce qui, moi, me paraît très important, la façon avec laquelle ceux qui croient qu'ils la connaissent ne la connaissent pas, alors c'est la vie de tous les jours, hein, et ceux qui pensent qu'ils ne la connaissent pas, enfin bon, ceux qui ne la connaissent pas objectivement se pensent bien informés et réciproquement, se dire la loi est insuffisante, donc il faut la changer, pose la question de qu'est-ce qu'on sait de la loi. Après, est-ce qu'on considère que la loi doit changer d'un point de vue conceptuel ? C'est une autre question. Mais pour moi, la question, c'est dans quoi on ancre en fait ce changement de la loi et qu'est-ce qui est du registre... comment est assurée l'information qui va fonder ces réflexions, tant s'il s'agit de considérer que la loi doit évoluer que lorsqu'elle va être discutée. Un enjeu majeur, en tout cas pour le centre, et je reviens là-dessus, ce que je vous disais en début d'entretien, mais c'est que le fait de réaliser cette carence abyssale d'information nous renforce dans notre enjeu et dans le fait que c'est un enjeu sociétal urgent. Mais quelque part,
Si tant est que tout le monde est bien informé, si tant est que le législateur est bien informé, on peut légitimement se poser la question d'une loi, considérer que c'est quelque chose qui doit être inscrit dans le registre des libertés. La question peut se poser, mais en tout cas, il est difficile d'entendre qu'elle soit posée sur une carence de la loi actuelle lorsqu'elle n'est pas connue et lorsqu'elle n'a pas été évaluée. C'est ça qui ne va pas. Or, elle ne pouvait pas être évaluée puisqu'elle n'a pas prévu son évaluation dans son texte. Les actes qui sont prévus ne sont pas décrits, n'ont pas de nom, il n'y a pas de code pour la citation profonde et contenue jusqu'au décès, il n'y a pas d'endroit. Il y en a un maintenant, mais il n'y en avait pas à l'époque. Il a été prévu, le registre, pour noter ces directives anticipées, mais il n'existait pas. Et donc, on a construit une loi qui n'intégrait pas les conditions de son évaluation. C'était sûrement techniquement très compliqué. Mais du coup, on a une loi aujourd'hui qui est mal connue et pas évaluée. Donc, qu'on dise, parce que cette loi, à l'évidence, ne suffit pas, il faut la changer, ça pose quand même question. Qu'on dise, il faut changer cette loi parce qu'il est important que la législation intègre un certain nombre de droits, c'est une autre question.